Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va débriefer à la fois la course junior féminine et la course élite dame du côté de ces championnats du monde à Kigali, Rwanda. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé du côté de ces deux épreuves en franc. On fera le bilan en partant de la fin et en remontant vers le haut du classement comme à chaque fois. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Ça se passe dans les commentaires. Vous pouvez également rajouter la petite cloche. Vous pouvez également booster cette vidéo. Ça c'est sur mobile. C'est gratuit 3 fois par semaine. Et on commence tout de suite avec ces championnats du monde du côté du Rwanda avec la course junior. La course junior qui, chez les dames, partait également à 8 heures, ce qui fait qu'elle est arrivée très tôt. C'est vrai, parce qu'on est arrivé à 10h, 10h20, 10h30 à peu près de ce côté de cette course dame. Alors, autant souvent la course junior dame, il y a de l'animation, il se passe souvent des trucs, autant là, alors il y a eu quelques accélérations dans le premier tour, mais alors ensuite, c'était d'un ennui. C'est vrai que par rapport à la course junior homme ou la course espoir homme ou même à la course élite dame qui a lieu plus tard dans l'après-midi, cette course junior, enfin même les espoirs dames où pourtant il n'y a pas eu un énorme spectacle sur cette course espoir dame, je pense que c'était plus passionnant que la course junior dame. En fait, tout s'est joué dans la dernière montée. Ça a été un sprint de 4 km. En gros, il s'est pas passé grand-chose avant. Voilà, il y a eu assez peu d'écrémage même, hein, parce qu'on a quand même pas mal de filles à l'arrivée. Ça n'a pas été très passionnant, voilà, du côté du côté de cette course. Vraiment, ça a mis du temps à se décanter. Hein. Vous voyez, il y a quand même des filles qui finissent à 24 minutes, mais en gros, tu as quand même 57 filles à l'arrivée, très peu d'abandon. Chez les européennes, on en a 3. 4, pardon, avec Ankova. Et puis, en gros, ah non, 5, pardon, j'avais oublié Boothman. Mais en gros, ça a été surtout un sprint, quoi. Hein. Ça s'est déclenché à 5 bornes de l'arrivée. Avant, il s'est absolument... Enfin, avant, il s'est rien passé, quoi. Mais vraiment, il s'est quasiment rien passé. Donc vraiment une petite déception au niveau du spectacle proposé par ces jeunes filles qui n'étaient peut-être pas réveillées non plus. Hein. Parce que c'est vrai qu'avec une course qui partait aussitôt le matin, c'était pas simple comme pour les garçons la veille. Bon, on avait une non partante ce matin du côté de l'équipe de France, c'était Lise Revol. Alors Lise Revol qui était en fait malade, voilà, elle a notamment vomi pendant la nuit, Lise Revol, donc en gros pas bien du tout et pas possibilité de monter sur le vélo. Maëva Plagnol, elle a abandonné. On a eu qu'une Française au final à l'arrivée dans cette course junior. C'est vrai que la course junior dame, que ça soit le contre-la-montre, on a fini assez loin, 22 et 23, que ça soit la course en ligne, ça n'a pas été une grande réussite, hein, ces championnats du monde chez les juniors dames. Il faudra en tirer les leçons, hein, voir si on n'a pas un trou de génération. Là, en ce moment, du côté des dames, c'est vrai qu'on a eu plein de générations juniors qui ensuite sont arrivées chez les espoirs en étant performantes. Là, cette génération-là semble un petit peu plus pauvre, peut-être en termes de talent. Après, c'était peut-être parce qu'elles étaient dans une mauvaise semaine, tout simplement. Parmi les dernières concurrentes, eh bien, on a Jacquard, l'indienne, qu'on avait vue en difficulté dans les pavés lors du contre-la-montre. On a Jense van Woerden, également la namibienne, qui finissent aux dernières positions. Du côté des Belges, ça n'a pas été une grande réussite. Hein. On le voit avec deux concurrentes qui finissent assez loin, De Busscher et Laure Jessen du côté de la Belgique. Ça n'a pas été exceptionnel du côté de cette nation, comme les Pays-Bas qui n'ont pas véritablement contrôlé la course. On aurait pu s'attendre à ce que les Pays-Bas contrôlent beaucoup plus cette épreuve, ce qui n'a pas forcément
été le cas. On remonte dans le classement avec Almena, avec Aranguren, les Espagnols qui ont joué le rôle d'équipière, Abigail Miller, Blackburn, McNug. Elles finissent un petit peu plus loin, vous voyez, à 1 minute 42. Je crois pas qu'il y ait de Britanniques même dans le groupe de devant. Hein. Je crois que les Britanniques également sont passés à côté. Bon, on va regarder les classements. On va dire, on peut noter déjà la performance de Dimitriou, la grecque. Ça a été l'une des rares à tenter d'attaquer Dimitriou dans les derniers kilomètres. Hein. Elle a tenté d'anticiper du côté de la côte du Golfe, avant la côte du Golfe de Kigali. Bon, ça n'a pas marché du côté de la grecque, mais encore une fois, c'est aussi l'intérêt de ces petites nations de tenter d'essayer des choses. Bon voilà, il fallait tenter le coup du côté de cette concurrente de Papa Dimitriou. Bon, voilà, après elle a tenté, c'était au moment où il y a le deuxième poste ravitaillement sur le circuit, où elle a accéléré quand tout le monde jetait ses bidons, ses déchets à ce moment-là, et ça a demandé aux Italiennes de rouler, notamment dans cette situation-là. Et ça a été plutôt voilà la bonne idée de la part de Papa Dimitriou qui, je pense, savait que si elle ne faisait pas ça, eh bien, si elle n'essayait pas de prendre un petit peu d'avance, ça serait peut-être un petit peu compliqué pour elle. On peut noter, tiens, en parlant de Grèce, on peut parler de la concurrente chypriote qui finit 30e, Safiri, qu'on avait vu également sur le contre-la-montre. Megan Arens, 20e, qui avait remporté le contre-la-montre chez les juniors. En difficulté assez tôt dans ce parcours, on la sentait. C'est vrai que c'est un grand gabarit à Rennes, très filiforme. Sur les pavés, c'est pas l'idéal. Alors autant ça en était bien sorti sur le contre-la-montre, parce qu'elle avait réussi à prendre un bon départ et à finir très fort. Megan Arens, autant là, eh bien ça a peut-être été un petit peu trop compliqué pour elle sur cette course. Et puis c'est vrai qu'il y avait eu beaucoup d'émotions après sa victoire à Megan Arens. Elle a peut-être eu du mal entre mardi et samedi à se remettre dans la compétition. Voilà, quand vous êtes vraiment ému et que vous êtes très satisfait, voilà, c'est toujours un peu compliqué de repartir au combat quand vous avez peut-être déjà dans votre tête réussi vos championnats du monde. Mais encore une fois, elle a été en difficulté assez souvent, mais comme le rythme n'était pas très élevé, à chaque fois elle revenait, on va dire en tout début de circuit. Mais forcément, une fois tu craques, deux fois tu craques, la troisième fois à l'arrivée, c'était beaucoup plus compliqué. Giesinger, qui avait fait également un bon chrono, elle finit à 30 secondes, la Norvégienne, qui avait fini 3e du contre-la-montre. Oda Aone Giesinger, la Norvégienne. Pas grand chose à dire, voilà, sur sa course. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de concurrentes où j'ai pas grand chose à dire parce qu'on les a pas vus, tout simplement, de la course, il faut le souligner. Les Américaines, eh bien, elles font 10, 15 et 17, mais pas de top 5, pas de médaille, surtout du côté des Américaines. On peut être un petit peu déçu, peut-être qu'on aurait pu travailler de manière un petit peu plus collective, voilà, mais on n'a pas réussi à s'en sortir. Du côté des Canadiennes, on notera la 14e place de Raphaël Carrier avec Zvieranga également qui finit à 4e, qui n'a pas réussi à prendre la médaille quand ça a accéléré. C'est vrai que dans le sprint final, elle n'a pas réussi à en remettre, la concurrente canadienne qui finit 4e, mais ça veut dire qu'on a de la relève du côté du Canada. Il faut savoir encore une fois que, comme je le dis assez souvent, le Canada travaille très bien au niveau du cyclisme. Je vous invite à regarder un reportage de JCN à l'époque où c'était Poto Yo-Yo et Florian Chabal, qui maintenant a sa propre chaîne, donc à l'époque où c'était bien JCN, plus comme aujourd'hui. Et ça avait été un reportage très intéressant dans le Canada. On montrait notamment un vélodrome, dans la manière dont bossait le Canada pour essayer de former des futures générations. Et c'est vrai que quand on bosse bien, au bout d'un moment,
dans le sport, de temps en temps, on arrive à avoir des résultats. Ça ne vient pas que seulement par la chance du côté du sport. Et c'est vrai que les deux Canadiennes qui finissent 14 et 4, c'est bien. Donc on a quand même pas mal de Nord-Américaines dans le top 15 de cette course. Et au final, peu d'Européennes quand on regarde plus en détail, parce qu'on a quand même 2 Canadiennes, 3 Américaines, 2 Australiennes, une Éthiopienne. Il y a quand même la moitié du top 15. Ce sont des coureurs qui ne sont pas européennes. Et ça n'arrive pas si souvent que ça. Laura Fivet, première Belge, 11e. C'est pas les championnats du monde des Belges. Hein. C'est vrai qu'en dehors de Remco Evenepoel, jusqu'à maintenant, le bilan est quand même très faible. Et il y a eu Van Kerkhove également. Mais alors, le bilan est faible. Voilà, il y a eu Van Wilder, Evenepoel, Van Kerkhove. Donc on est à 3 médailles. Ce qui pour la Belgique est pas exceptionnel. Et surtout, on est passé à côté dans certaines catégories. Hein. Certaines catégories, bon, élite dame, on n'avait pas grand monde, mais là, c'est vrai que chez les juniors dames, ça a été un petit peu compliqué aussi. Chez les espoirs dames, pas exceptionnel. Les 2 courses de vendredi, c'est vrai qu'on n'a absolument pas vu le maillot belge. Ce sont pas des championnats du monde qui resteront dans les annales du côté de la sélection belge. Et bon, Laura Fivet, 11e, qui était dans le deuxième groupe. Après, encore une fois, tout s'est joué dans la montée finale. Donc c'est vrai que si t'avais pas beaucoup de punch, si t'aimes pas ce type d'effort, c'est un petit peu compliqué dans ce genre de situation. En sachant que du côté des Australiennes, il faut pas négliger le fait qu'il y en a une qui a été ralentie par Blackburn, qui a eu des crampes et qui a bien gêné une des Australiennes quand elle a arrêté de pédaler sur les pavés. C'était peut-être pas... Voilà, bon, elle a eu la douleur d'un coup, mais elle a arrêté de rouler sur les pavés et elle a bien bloqué une Australienne. Kyros, l'Éthiopienne, gros talent. Gros talent parce que quand tu regardes comment elle a couru aujourd'hui, bon, il y avait la Suissesse aussi, qui n'a pas couru forcément à l'économie, mais Kyros a beaucoup tenté, elle a même pris une échappée en début de course. Je pense que c'est une fille qui a encore une marge de progression qui est énorme, Kyros, et il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a encore beaucoup de travail pour l'Éthiopienne, notamment en stratégie de course. Là, c'était pas exceptionnel. Peut-être en placement aussi, où au moment où la course s'est déclenchée, elle est un petit peu loin. Donc voilà, il y a encore une marge de progression pour Kyros. Je pense pas qu'elle ait commencé le vélo extrêmement jeune non plus en compétition. Donc ça veut dire qu'il y a encore énormément de progrès pour l'Éthiopienne. Mais ça, c'est intéressant aussi, parce que c'est vrai que le cyclisme africain s'est surtout développé chez les garçons avec l'Érythrée notamment, quelques Éthiopiens aussi, des Kenyans et des Sud-Africains. Par contre, chez les filles, à part Ashley Moolman et Kim Lecourt, on va dire, donc à part l'Afrique du Sud et l'île Maurice, c'est vrai qu'en dehors, c'est un petit peu plus calme pour le moment du côté de d'autres nations. Et là, Kyros, c'est un gros talent. C'est vrai qu'Audrey Cordorago en parlait parce qu'elle la connaissait un petit peu. Mais je pense que voilà, c'est une fille qui peut vraiment énormément progresser à l'avenir. Quand tu vois la manière dont elle court et la manière dont elle fait 7, c'est une fille qui a beaucoup essayé sur ce parcours. Je pense que voilà, il y a du talent. Thaïs Poirier, il en a manqué pour accrocher les 4 de devant. Il en manque. Voilà, il manque pas grand chose, mais les 400 mètres, on va dire, pour récupérer les filles de devant, elle n'a jamais été en mesure de les combler. Elle se fait même reprendre par Silo sur la fin, par Giada Silo l'italienne. Voilà, c'est dommage. Après, ça a été une course compliquée pour les Françaises, si en plus pendant toute la nuit, parce que si c'est votre collègue de Chambray, ou si vous entendez le matin, on est une de moins, parce qu'il y en a une qui a vomi toute la nuit, vous la voyez quand même le matin, je pense. Donc c'est pas l'idéal pour préparer efficacement des championnats du monde. Voilà, c'est dommage pour Thaïs Poirier parce que vraiment quand ça accélère sur les pavés, il lui manque 30 mètres, 40 mètres. Et puis après, sur la deuxième partie de montée, elle craque un peu plus. Donc vraiment l'écart grandit. Mais ça faisait quand même une partie des filles qui était plutôt pas mal dans le final de la course. Thaïs Poirier. Donc Giada Silo qui finit 5e. Pas grand chose à dire sur les Italiennes. On les a quand même pas mal vues, les Italiennes encore.
en course, avec De Laurentiis, Sio. Ça s'est mieux passé pour les Italiennes, cette course en ligne, que la contre-la-montre hein, chez les filles, qui n'avait pas non plus été exceptionnelle. Anya Grossman, médaille de bronze du côté de la Suisse. Totalement d'accord avec Audrey Cordorago. Si elle court, elle peut courir 10 000 fois mieux. 10 000 fois mieux. Je pense qu'elle a fait 75 km en tête de peloton. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait une accélération, elle faisait le chien de garde. À un moment, je me suis dit, mais c'est elle la leader ou il y a une autre Suisse qui va être leader Et l'autre Suisse, elle était plutôt placée dans les dernières positions. Donc ça, je me suis dit, bon, c'est quand même pas l'idéal. Je pense pas à cet âge-là, on bluffe tant que ça dans les catégories jeunes. Donc je me disais, soit c'est énorme bluff, soit, bah non, c'est elle la leader, mais alors elle court pas super bien. C'est vrai qu'elle avait des équipières, elle les a pas utilisées, et c'était pas l'idée du siècle, je pense, en termes de stratégie. Heureusement, elle prend la médaille, parce que c'est vrai que si elle avait pas pris la médaille de bronze, je pense que le débrief aurait été salé, mais il faudra travailler vraiment la tactique de course et la stratégie du côté d'Anya Grossman, parce que là ça n'a pas été exceptionnel du tout en termes de stratégie, et je pense que si elle avait conservé plus d'énergie pendant la course, elle pouvait peut-être lâcher tout le monde dans la côte pavée. Mais comme elle en a fait beaucoup, au final elle a fait tous les passages pavés en tête du groupe, forcément c'était compliqué pour faire la différence. Donc voilà, dommage du côté de Grossman, parce que je pense qu'on pouvait beaucoup mieux courir que cela. Pegolo, l'italienne. Grosse bagarre au sprint entre Pegolo et Ostiz. Ostiz qui, on va dire, la saute sur la ligne. Après, il y a du talent chez Pegolo. C'est sûr que il aurait peut-être fallu que ça se regarde un peu moins dans le final pour elle. Mais après, c'était compliqué aussi du côté des Italiennes. Je pense que voilà, elle est tombée sur vraiment une fille qui a été meilleure qu'elle, qui a été Paola Ostiz. C'est vrai que Paola Ostiz, quand on la voit après le contre-la-montre junior, je vous laisse voir son gabarit. C'est un petit gabarit, mais alors elle est très trapue physiquement. Vous voyez, 56, 55 kilos, il y a de la puissance. Quand vous regardez vraiment sur le podium, moi j'ai pas regardé le podium des juniors sur la course en ligne, mais j'avais vu le podium du contre-la-montre. Vraiment, regardez le podium sur le contre-la-montre par rapport à Arens, elle fait 2 têtes de moins que Arens. Et surtout, regardez au niveau des cuisses, elle a déjà des cuisses qui sont très développées. Et je me suis dit, ça c'est des cuisses de puncheuse. Tout de suite, quand je l'ai vu à la fin du contre-la-montre, je me suis dit, elle, c'est un gabarit de puncheuse. Tout de suite. Et là, vu comment ça s'est fini, forcément, c'est son type d'effort. On finit avec presque un sprint, je dirais pas massif, mais avec un groupe de 15-20 à l'arrivée. Forcément, c'est son type d'effort. Et alors là, elle a très très bien joué. Elle a très bien joué. Et puis déjà chez la Movistar, depuis août, elle est stagiaire à la Movistar, donc forcément un peu d'expérience aussi. Elle a fait quelques courses à la Movistar en France notamment. Et ça, ça fait aussi un petit peu la différence, mais je me suis dit tout de suite, oulala, on est sur une énorme puncheuse. Puis c'est vrai que quand vous voyez ces résultats chez les jeunes sur les courses internationales, deuxième du Tour du Gévaudan, vainqueur des 2 Grands Prix Val-Rennais, vainqueur également de la Westerlee Ladies Challenge. Bon, voilà, elle a quand même remporté énormément de courses sur la saison. Donc on est sur un vrai grand talent du côté des juniors et qui va passer donc avec les élites en World Tour l'an prochain. Et peut-être la remplaçante de Mavi Garcia, voilà, du côté des puncheuses en Espagne. On passe désormais au gros dossier. Pourquoi je dis gros dossier? Parce que les élites dames, parce qu'on va avoir beaucoup de choses à dire sur cette course, qui a eu un scénario extrêmement tactique au final sur la fin. Parce que il y a l'équipe de France, il y a des choses à dire sur l'équipe de France, parce qu'il y a des choses à dire aussi sur d'autres grandes nations qui sont passées à côté, puis il y a des choses à dire quand même aussi sur ce podium, très intéressant et très rafraîchissant. On commence tout de suite avec les abandons. Les abandons du côté bien de l'équipe de l'île Maurice qui partait déjà qu'à 2 au lieu de 3.
On savait que ça allait être compliqué pour Kim LeCourt, avec peu de monde autour d'elle. Du côté des Françaises, 2 abandons, Léa Curinier, mais qui a fait énormément d'efforts pendant la course pour contrôler la course. Et pour moi, elle n'a rien à se reprocher, Léa Curinier, parce que c'était son rôle. Elle a beaucoup roulé, essayé de contrôler. Et puis Maëva Skiban, un peu malade pendant la semaine. On avait bien vu déjà sur le chrono par équipe que c'était pas foufou du côté de Maëva Skiban. Ça avait été compliqué, comme avec Cédrine Carbaol aussi. Donc on savait que ça allait peut-être être compliqué d'aller jusqu'au bout. Du côté des Italiennes, énorme, 4 Italiennes quand même qui ont abandonné sur cette concurrente au départ: Gasparini, Persico, Barale, Paladine. Paladine a été transparente sur toute la semaine. Les 3 courses qu'elle a réalisées, Paladine, ça a été très compliqué pour elle. Donc c'est pas vraiment une surprise. Peut-être qu'on ne l'ait pas remplacée, mais peut-être qu'on n'avait plus le temps pour la remplacer. Persico, a quand même été très transparente. C'est plus la Persico d'il y a 3 ans, 4 ans, sur le premier Tour de France, qui avait fait une très belle saison, qui faisait aussi pas mal de cyclocross, qui était performante. Aujourd'hui, Persico, elle est devenue équipière de Longo Borghini, et normalement c'est une équipière importante autour de Longo Borghini, mais bon, des fois ça passe pas. Bon, Gasparini, je pense c'est encore une fois qu'elle allait être lâchée assez vite. Barale également. Et puis ça montre aussi que du côté d'Italie, on a fait beaucoup d'efforts à certains moments de la course, sans demander d'aide, notamment à l'équipe de France. Quand on est à 50-60 bornes de l'arrivée, c'est les Italiennes qui décident de rouler. Nous, on est derrière dans la roue, je dirais pas tranquillement, mais presque. On nous demande pas de passer de relais. Il y a eu des erreurs là du côté de peut-être un peu de l'Italie, de pas avoir demandé plus, notamment à l'équipe de France, mais aussi aux Pays-Bas. Du côté de l'Espagne, Santesteban, là aussi, c'est une fille qui est en régression depuis quelques années. Santesteban, Ostolazza, peut-être encore un petit peu trop tendre pour ce type de parcours, de Marini. Et bien pour l'île Maurice, donc elle était toute seule, Kim LeCourt, pendant une partie du parcours. Kuskova, du côté de l'Ouzbékistan, les concurrentes kenyanes, éthiopiennes. Du côté de l'Afrique du Sud, je pense qu'on avait que Ashley Moolman, le Rwanda également, Ruth Edwards. On savait que du côté des États-Unis, avec Dygert et Ruth Edwards, on s'attendait pas véritablement à des miracles. Liane Lippert, c'est vrai que on ne la voyait pas, Liane Lippert, à partir de 30 bornes de l'arrivée. On l'a vu une fois, Liane Lippert, sur toutes les images de la réalisation. Et ben en fait, c'est parce qu'elle avait abandonné, Liane Lippert. Surprenant, parce que c'était un parcours, je pense, qui lui convenait. Alors c'est peut-être les pavés, peut-être une overdose de pavés du côté de Liane Lippert, mais c'est vrai que c'est pour moi un parcours qui pouvait lui convenir. Ça n'a pas marché. Bon, du côté des Canadiennes, Jackson, c'est quand même plutôt une spécialiste du plat. Fortin et Millet, donc on était sur une équipe. On savait que la leader c'était Magdalene Vallière du côté du Canada. Là, il n'y avait pas de surprise. Manly, tiens, pour l'Australie, qui a abandonné, mais un seul abandon. Les 2 Chinoises qui ont abandonné. Et voilà au final du côté de tous les abandons. On va remonter le classement un petit peu comme d'habitude. Rosemane Gagnon, 52e. Bon, ça fait partie des filles qu'on a peu vues. Olivia Baril, qui fait partie des Canadiennes qui ont fini. On remonte un petit peu. Patigno, la Colombienne. En Amérique du Sud, ça reste quand même compliqué le cyclisme féminin. On a un manque de densité du côté des nations d'Amérique du Sud. Donc il faut que ça progresse encore. Il faut que ça progresse. Il y a encore beaucoup de boulot pour ces nations d'Amérique du Sud pour atteindre un grand niveau dans les années à venir. Et c'est vrai que Patigno, on en a quelques-unes dans ces sélections. C'est vrai que ça reste encore un petit peu trop léger, voilà, tout simplement. Alors c'est une bonne équipière, mais là en tant que leader, c'est un petit peu trop dur. Karina Schrempf, elle s'est fait un beau petit plaisir. Karina Schrempf, elle est en tête
pendant quasiment 100 km. 80, 100 km. Je sais plus précisément, elle est partie au kilomètre 10, je sais plus vraiment quand elle a été reprise. Schrempf, voilà, bon, elle a jamais eu trop d'avance, hein, elle a eu 3 minutes, elle était en solitaire, c'est vrai qu'elle aurait bien aimé être accompagnée à un moment plus longtemps, parce qu'elle a été reprise à un moment, mais c'est vrai que pendant très longtemps, elle s'est retrouvée en solitaire. Schrempf, c'était la seule représentante autrichienne, c'est pas une grande nation, on va dire, du cyclisme. L'Autriche, bah, elle a montré le maillot. Voilà, c'était l'échappée publicitaire, elle a pu faire un petit coucou à sa famille. Ça arrive pas si souvent que ça sur les championnats du monde. Elle savait qu'elle avait aucune chance, très clairement, de faire un bon résultat. Bah, il y a des filles qui vont finir 40e qu'on n'aura pas vu de la journée, en gros, qui nous auront pas marqué. Au moins, Schrempf elle pourra dire, j'ai fait l'échappée des championnats du monde. Femke de Vries, lâché très tôt. Les Néerlandaises étaient pas au niveau, physiquement. C'est vrai que les Italiennes, on a eu des lâchers extrêmement tôt. Les Néerlandaises, il y en a... Enfin, que la première Néerlandaise, ça soit Réjeanne Marcus, ça montre bien qu'il y a eu quand même un souci. Autant d'habitude, les Néerlandaises, c'est plutôt la stratégie qui était problématique, c'est-à-dire on se courait les unes sur les autres. Autant là, on s'est pas couru les unes sur les autres, on a été transparente. Voilà. Transparente. Et j'ai rarement vu sur une course féminine, hein, de toute l'histoire des championnats du monde où c'est diffusé depuis quand même très longtemps les courses féminines, je n'ai pas vu depuis très longtemps une équipe néerlandaise aussi transparente. Il y a vraiment, ça a été très compliqué quoi. C'est-à-dire, on a presque vu plus les Belges que avec un moment Van de Velde que les Néerlandaises. Il y a eu Ryan Marcus, mais qui a jamais vraiment été très intéressante dans le groupe de devant. Ça a été très calme, quoi. Et c'est vrai que Kastelein, je m'attendais pas à ce qu'elle soit lâchée aussi vite. Van der Breggen, bon, Van der Breggen, la saison commence à être longue pour elle, très clairement. Et c'est vrai que il faut quand même se rappeler que Van der Breggen, elle est sur un retour. Là, on sent qu'en termes de kilométrage, bon, à 30 bandes, c'est déjà fini pour Van der Breggen, à plus de 30 bandes de l'arrivée. Mais en gros, je la mettais pas tant en favorite que ça, parce que je me disais ça serait quand même compliqué. Et c'est pour ça que je me disais même ça serait plus facile pour Vollering au niveau collectif, parce qu'en gros, c'était elle la leader, les autres étaient équipières. Oui, mais il aurait fallu que Vollering soit en forme. Et là, ça a été le vrai problème du côté de la néerlandaise, où il aurait fallu qu'elle court peut-être mieux, qu'elle soit plus attentive. Marie Lenette, très bien, Marie Lenette. Non, non, on l'a vu, enfin très bien physiquement. Je dirais qu'après on reviendra sur la stratégie globale de l'équipe de France, parce qu'il y aura des choses à redire. Mais physiquement, Marie Lenette était très forte. Voilà, elle a vraiment bien couru, elle a chassé tardivement. Je trouve que c'est vraiment une fille qui a progressé. Alors déjà, les courses en circuit, elle adore ça, Marie Lenette, mais c'est une fille qui a beaucoup progressé, je trouve, en vallonnée. Voilà, et c'est vraiment une fille maintenant qui devient une équipière extrêmement solide, je trouve, Marie Lenette, et on l'a vu pendant toute la saison, que ce soit pour Brody Chapman, pour Vollering, du côté de la FDJ Suez, ça a plutôt bien marché. Sarah Martin, ouais, je m'attendais à ce qu'elle arrive à résister plus longtemps, mais c'est vrai que c'est pas la plus à l'aise sur un vélo, Sarah Martin. Donc ça a peut-être joué aussi. Parce que ça, encore une fois, je vous en avais parlé hier, mais le nombre de kilomètres de pavés à la fin de la journée, voilà, il y aurait peut-être pour certaines filles une overdose de pavés, et c'est peut-être ce qui est arrivé à Sarah Martin. La Suisse, bah, Lichty, qui était à un moment dans un groupe échappé, Jasmine Lichty. Je trouve que la Suisse n'a pas grand-chose à se reprocher. Voilà. On a tout essayé, comme dirait Laurent Ruquier. Mais on a tout essayé, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que pour certaines, l'état de forme n'était pas exceptionnel. Pour certaines, c'est la stratégie de course des autres grosses nations qui les ont condamnées. Mais encore une fois, quand t'es que 5 au départ, il fallait essayer d'aller à l'avant. Mais on a peut-être été à l'avant trop tôt à un moment. Mais pour moi, il n'y a pas de regret à avoir. Voilà, pour cette équipe de Suisse. Autant il y a des nations qui peuvent avoir des regrets, autant pas la Suisse. Carbaol, 31, on l'a beaucoup vu. Carbaol,
très offensive entre 60 bandes de l'arrivée et gérer 30. Peut-être qu'elle en a trop fait à ce moment-là, mais c'était peut-être la stratégie également du collectif français. Encore une fois, on reviendra sur la stratégie de l'équipe de France sur la fin. Acheté Moulman, on a vu son maillot un moment sur la côte pavée, mais sinon elle a été quand même extrêmement discrète. Sherin Vandenroy, oui, bah, qui a été la dernière à épauler Vollering, je crois, Vandenroy. Evita Music, je voulais revérifier ses résultats cette année à Evita Music. Alors, c'est elle qui a initié le coup à l'avant de la course. Voilà, Evita Music. C'est elle qui a attaqué en premier et qui a initié ce coup qui est allé au bout au final. Ouais, elle avait quand même fait un bon tour de l'Ardèche. Moi, c'est vrai que sur sa saison, j'ai pas été totalement convaincu, hein, vous le savez, sur l'entièreté de sa saison. Je trouve que c'était moins bien pardon, que les années précédentes du côté de Evita Music, et ça se voit en termes de nombre de points Pro Cycling Stat en passant. Mais c'est vrai qu'elle avait fini sur un tour féminin de l'Ardèche qui était plutôt intéressant enfin, au milieu du mois de septembre. Donc elle arrivait peut-être avec voilà, une belle énergie du côté des Vita Music. Biryukova, 25 pour l'Ukrainienne, c'est pas mal. Non, c'est pas mal parce qu'elle est comme Leung Vingi, qui a été lâchée très tard, la concurrente de Hong Kong, qui n'a pas de grosses références, elle. Hein. Ouais, dans une équipe continentale, oui, voilà, il n'y a pas de grande référence pour cette concurrente-là, et bien qu'elle a été très performante. Voilà, elle peut être satisfaite de sa course. La concurrente hongkongaise, on voit que c'est une fille de championnat, hein. Que ça soit les championnats d'Asie à 2 reprises. Voilà, elle a eu plusieurs aux championnats, que ça soit aux Jeux asiatiques ou aux championnats d'Asie. C'est une fille voilà qui a déjà fait pas mal de bons résultats sur ces épreuves-là. On remonte Zigart. Bah si, alors je me disais pourtant Zigart, avec ce parcours-là, on est sur des routes qui sont très grandes, qui ne sont pas très techniques. Je me disais, ah bah c'est quand même idéal quoi pour elle. Et non, parce que dans les descentes, dès que ça va un petit peu vite, aller sur les freins, sur tous les virages, et pourtant il n'y en a pas 150 sur le parcours, bah elle se prend 3 mètres. Et bah 3 mètres plus 3 mètres. Alors oui, sur une course de 100 km ça passe, sur 165 ça passe plus au bout d'un moment, et c'est vrai que c'est quand même terrible. C'est ce manque de technique sur le vélo du côté d'Oskar Zigart, hein, depuis le début de sa carrière, qui fait que ça lui a fait rater énormément de résultats. Voilà, depuis le début de sa carrière. Mais bon, au bout d'un moment, il n'y a pas de miracle. Hein. Ginia Kaluori, bah, qu'on a vu un moment en chasse-patate, Noémie Mirweg qui a également été devant. De toute manière, toutes les Suissesses ont été à un moment de la course dans une situation d'échappée. Les 5. Les 5 ont été dans une situation d'échappée. Brody Chapman, 19. Elle a eu un problème mécanique à une quarantaine de kilomètres de l'arrivée dans la côte pavée, ce qui fait qu'elle se retrouve à 30-40 secondes à ce moment-là du peloton. Sauf que ça roulait quand même un petit tempo à ce moment-là. Le temps de revenir, elle grille une cartouche. Comme je vous l'avais dit, les problèmes mécaniques sur ce parcours se payent cash. Vraiment. Dès que vous êtes distancé, ça vous coûte de l'énergie énormément. Ils avaient du mal à vous refaire la cerise. Et là, ça a été le cas du côté de Brody Chapman. En gros, l'énergie qu'elle a dépensée à ce moment-là, bah, elle l'a eu dans les pattes jusqu'à la fin. Et surprise également du côté de l'Australie, parce qu'on a perdu du monde très vite. Malcotti, qu'on a vu également à l'attaque, elle était dans le groupe de devant. Malcotti dans le groupe musique, notamment le groupe Vallière, qui a été au bout au final. Mais Malcotti était pas en grande condition, je pense. Enfin, elle n'était pas aussi forte. Elle lâche quand même assez vite aussi quand ça accélère dans la côte du golfe de Kigali. Et là, pour Malcotti, bon, ça a été trop compliqué derrière.
Chloé Dygert, surpris de l'avoir 17e Dygert. Parce que moi, je vous avais dit hier, les Américaines, je les voyais pas faire un grand résultat. J'avais dit Ruth Edwards et Dygert, ça allait être extrêmement compliqué. Et bah non, ça s'est plutôt bien passé. Pour Dygert, on l'a pas vu de la journée, mais en gros, en essayant de suivre les roues, bah, ça en est plutôt bien sorti sur un parcours vallonné comme ça. Donc ça montre encore une fois que ça va être très compliqué de lâcher des concurrentes avec une bonne pointe de vitesse. Puis si vous regardez Dygert, bah, elle fait 17. Et c'est quand même plutôt une rouleuse sprinteuse qu'une grimpeuse d'ailleurs. Donc les punchers sont très durs à lâcher sur ce parcours. Bon, Pauline Ferrand-Prévot, 16, Juliette Labousse, 13. On va donc venir sur le dossier équipe de France. Je comprends pas la stratégie de l'équipe de France. Je vous le dis très clairement, pour moi, alors Juliette Labousse a dit on a eu des problèmes de communication et notamment sur le ressenti au niveau des sensations et ça nous a joué des tours. Mais je pense que dès le départ, il y a un problème de stratégie. Moi, encore une fois, je ne comprends pas pourquoi on a voulu faire une course avec autant de mouvements. Voilà. Pour moi, on n'avait pas besoin de ça. On n'avait pas besoin de ça. Il fallait durcir, mais il fallait pas faire une course de mouvement. Tout le monde savait du côté de nos adversaires qu'on avait une leader qui était Pauline Ferrand-Prévot. En gros, moi je m'attendais à ce que Juliette Labousse soit électron libre, coureuse protégée, toutes les autres, équipières, tempo. On a une chance à un moment, à 60 bornes de l'arrivée, l'Italie nous demande pas de relais alors qu'on n'est pas dans le groupe à l'avant. Je me dis, bah c'est bien, en plus on peut économiser de l'énergie, on va rattraper les filles de devant à 50 km de l'arrivée, et à partir de 50 km de l'arrivée, en gros on fait un énorme tempo pendant 2 tours, à l'avant du peloton, on essort tout le monde, Pauline Ferrand-Prévot part à 16 bornes de l'arrivée, c'est fini. On va laisser peser. Bon, Pauline Ferrand-Prévot n'était pas en grande condition physique, mais de toute manière, même si elle avait été en grande condition physique, avec la stratégie qu'on a eue, ça aurait été compliqué. Moi, je pense qu'il y a un vrai problème stratégique. On a couru comme si on était la Quick Step il y a 10 ans. Vous savez, la Quick Step qui avait quasiment 7 leaders sur 8 coureurs. C'était pas notre cas. Alors déjà, parfois la Quick Step s'est plantée, mais ce n'était pas notre cas. On avait une leader numéro 1. En gros, on avait 2 concurrentes protégées. Tout le monde savait que Musique, Carbaol, surtout ce qu'elle avait montré sur le contre-la-montre par équipe, et le contre-la-montre individuel, Marie Lenette, toutes ces filles-là, Evita Musique, n'étaient pas en capacité de jouer les avant-postes. Sauf miracle. On n'a pas eu le miracle. Donc je ne vois pas en quoi on a eu cette bonne idée de faire cette stratégie-là. Et puis l'erreur, double erreur. Evita Musique, pas bien. Quand t'es pas bien, tu lances pas un mouvement de course. Voilà. Si t'es pas bien, tu ne lances pas un mouvement de course. Là, il y a eu à ce moment-là, parce que si tu lances un mouvement de course pour te faire contrer 2 km après, c'est pas l'idée du siècle. Ah bah c'est presque ce qui s'est passé. Elle lance un mouvement de course, c'est la première à être éliminée du groupe de tête. Donc là, ça n'a pas été très intelligent de sa part, du côté d'Evita Musique, mais surtout, elle ne devait pas rouler. C'est-à-dire que vu que notre leader, c'était Pauline Ferrand-Prévot, et encore une fois, la carte numéro 2, c'était Juliette Labousse, si c'était aucune de ces 2 filles-là qui étaient à l'avant, les filles qui pouvaient, sur un mouvement de course, se retrouver en échappée, ne devaient pas passer un relais. Il n'y avait aucun intérêt de passer un relais. Et en gros, c'était plutôt derrière qu'il fallait rouler pour nous. Et qu'il fallait qu'on reste le plus collectif possible, le plus ensemble possible, pour pouvoir rouler très rapidement à l'avant du peloton. C'est pas ce qu'on a fait pendant toute la course. On a fait des mouvements. On ne devait pas faire une course de mouvement du côté de l'équipe de France. C'était pas. On devait attendre vraiment la fin de course pour faire les accélérations. Et pour moi, encore une fois, Pauline Ferrand-Prévot, Juliette Labousse devaient discuter, comme on avait vu chez les Espoirs d'âme, et voir laquelle des deux on mettrait en leader et inverser, au cas où une se sentait un peu moins bien. Mais pour moi, on ne devait jouer que sur 2 cartes. Là, toutes les filles ont attaqué devant, et Carbaol, elle s'est cramée, ce qui fait qu'elle n'a jamais fait de travail d'équipière. Musique s'est cramée.
à part Marie Lenette, encore une fois, et Léa Curinier, bah, les autres, elles étaient en forme, mais elles n'ont pas fait un travail qui a énormément aidé Pauline Ferrand-Prévot ou Juliette Labousse, encore une fois. Et là, je pense que pour moi, il y a une erreur. Et comme je vous le disais en début de semaine, le problème, c'est que Paul Brousse, pour moi, il était sur la sellette, Paul Brousse. Il est là depuis 2018, Paul Brousse. On a eu quoi comme résultat depuis 2018, de résultats satisfaisants depuis 2018 avec l'équipe de France? Les performances de Juliette Labousse sur le contre-la-montre, les performances en chrono par équipe mixte, mais sur les courses en ligne, ça a souvent été un échec. Les Jeux Olympiques l'an dernier, on passe à côté complet. Faut quand même se rappeler. Je pense qu'il y a un moment, il faut changer de tête d'affiche. Là, quand je vois ces championnats du monde-là, parce qu'on va me dire, ok, il n'y avait pas d'oreillette. Ok, il n'y a pas d'oreillette. D'accord. On est l'équipe de France. Tu vas pas me faire croire qu'il n'y avait pas du staff sur le bord de la route qui est capable de transmettre des indications, des informations. Tu vas pas me faire croire qu'avant le départ, on peut envisager plusieurs plans stratégiques pour éviter cette situation-là. Parce que là, en gros, on s'est fait complètement piéger comme des bleus. C'est le cas de le dire. On s'est fait piéger comme des amateurs. Bon, ça a été l'enterrement de première classe. Alors, on n'est pas les seuls. L'Italie, pareil. Bon, les Pays-Bas, elles avaient une fille devant, mais qui, je pense, était pas la meilleure non plus. Il y a la Suisse s'est fait piéger au final. Mais encore une fois, pour moi, la Suisse, je ne leur en veux pas du tout. Mais il y a un moment donné, du côté de l'équipe de France, on n'a pas bien travaillé en termes de collectif. Et pour moi, la responsabilité, c'est Paul Brousse. Et je trouve qu'avec Paul Brousse, il y a eu trop d'échecs aujourd'hui. Et qu'à un moment, il faut qu'il parte. Autant, on compare avec Thomas Voeckler. Les deux sont arrivés quasiment au même moment. Il y a une année d'écart entre les deux. Alors c'est sûr que Thomas Voeckler a eu un très beau collectif France que n'a pas toujours eu Paul Brousse. Mais là, aujourd'hui, Paul Brousse, il a un gros collectif France. Il n'a pas su s'en servir. Thomas Voeckler, il s'est raté quand même peu de fois dans sa carrière. Et Thomas Voeckler, je pense surtout, a réussi à instaurer un travail collectif dans cette équipe de France, un état d'esprit dans cette équipe de France que Paul Brousse n'a jamais réussi à instaurer. Donc il y a un moment, il faut se poser les bonnes questions. On n'a pas toujours eu la meilleure équipe de France, même avec Thomas Voeckler. Il y a des années où... il y a même des années où on passe un peu à côté, mais on arrive à faire un énorme travail collectif, on arrive à rétablir la situation. Je me souviens en Australie, on a réussi à rétablir la situation. Parce qu'il y a un état d'esprit, parce que notre sélectionneur a instauré un vrai esprit de groupe à cette équipe de France, ce qui a manqué pendant des années. Jalabert, il a eu des bons concurrents en équipe de France, il n'a jamais réussi à faire ça, par exemple. Cyril Guimard avait commencé à le mettre en place. Voilà, pour ceux qui se souviennent, Cyril Guimard qui était avant Thomas Voeckler. Je trouve que Paul Brousse n'a jamais réussi à faire ça. Voilà. Certaines années, je pense qu'Audrey Cordorago aurait pu avoir des meilleurs résultats. Juliette Labousse aux Jeux Olympiques en 2021, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux dans les attaques dans le final, par exemple. Alors oui, je pense qu'il y a eu aussi un manque d'intelligence, un manque de réflexion de la part de certaines filles sur le terrain. On est d'accord. Il y a des filles qui sont passées à côté en termes de stratégie, globalement. Il y a eu un manque de réflexion, mais pas seulement du côté de l'équipe de France, mais c'est vrai que du côté de l'équipe de France, il y a eu un manque de réflexion, notamment Evita Musique, quand t'es pas en jambes, tu ne lances pas un mouvement de course. Mais encore une fois, il fallait... quand Juliette Labousse dit l'interview d'après-course où elle dit il y a eu des soucis de communication, encore une fois, la communication entre les filles, normalement, ça doit être fait en amont, et ça doit être le rôle de Paul Brousse. Après, donc c'est pour ça que pour moi, je changerais de sélectionneur. Après, moi, j'ai jamais trouvé que Paul Brousse était... Enfin, moi, je suis toujours surpris avec les mecs qui sont comme ça, extrêmement mous, parce que Paul Brousse,
me fait quand même cette impression d'être un petit peu mou. Et c'est rarement une bonne chose, quoi, en tant qu'entraîneur dans le sport. Alors, je dis pas d'être comme d'être comme celui qui était corse en foot, qui était un taré. Je sais plus comment il s'appelait. C'était pas Ancelotti, c'était comment il s'appelait? Qui était chauve, j'ai oublié son nom. Et qui était corse, qui a été consultant pour Canal+. Ou Hervé Renard, qui tape souvent dans le lard. Je ne vais pas dire non plus qu'il faut faire ça, mais à un moment, il faut dire les choses. Et je suis pas sûr que Paul Brousse, qu'il ait le talent pour le faire. Ça, c'est vraiment mon ressenti. Aujourd'hui, je trouve que c'est un mec qui est trop mou, et il y a un moment, faut dire les choses, faut mettre en place les éléments. Et là, je crois que ça a été vraiment l'erreur du côté de cette équipe de France, c'est qu'on a senti qu'on était attentiste. On n'a jamais eu, on a été très attentif, je trouve, et les mouvements de Kerbaol, c'était pas, enfin, quand t'attaques devant le peloton, c'est pas forcément l'idée du siècle, surtout quand il y a encore un peloton de 50 ou 60 filles. Il y a beaucoup de filles qui ont fait ces accélérations-là. On n'a pas été très clairvoyants, voilà, dans notre stratégie, que ce soit les filles, mais pour moi, encore une fois, c'est aussi le sélectionneur qui choisit les filles et qui les met en relation aussi, je pense. Donc, bah ça a été mal fait. Donc, pour moi, il y a une cause du côté du sélectionneur français. Longo Borghini. Alors, Longo Borghini, Promio, elle n'est pas aidée par les Italiennes qui étaient en méforme. Ah, c'est vrai que du côté de l'Italie, je trouve qu'il y a beaucoup de filles qui sont en méforme. Donc, elle s'est retrouvée assez vite isolée. Derrière, bon, bah, il y a le coup avec Malcotti qui part, ce qui la piège un petit peu, parce que quand Malcotti se retrouve devant, elle est seule. Il n'y a plus personne avec elle. Je crois qu'il y a déjà plus Trinca Colonel. Et après, je trouve que du côté d'Isa Longo Borghini, à certains moments, elle a fait des accélérations. Je crois qu'à un moment, elle a fait une attaque à 55 bornes de l'arrivée. Au passage sur la ligne d'arrivée, ça n'a aucun intérêt. À ce moment-là de la course, ça n'avait aucun intérêt. Donc, je trouve qu'en plus d'avoir une équipe qui s'est délitée très rapidement, elle n'a pas forcément fait les bons choix. Francisca Cor, bah, je trouve que l'Allemagne s'en sort bien avec deux filles dans le top 10. En sachant qu'en plus, Lial Lippert a abandonné très tôt, bah, je trouve qu'on s'en sort plutôt bien du côté de l'Allemagne. Voilà, Cor 12e qui confirme son excellente saison, où elle a été omniprésente. Vraiment, pour moi, c'était elle a fait un super Tour de France, et pour moi, c'était la combative du dernier Tour de France. Et Niedermayer, qui confirme son niveau. Voilà. Et qui confirme que c'est quand même plutôt une grimpeuse qu'une puncheuse. Donc c'est sûr que quand les filles ont commencé à accélérer, c'était un petit peu compliqué. Mais l'Allemagne, encore une fois, ça faisait pas partie des nations qui avaient Ils étaient que 4 au départ, les Allemandes. Donc il fallait y tenter des choses. Au bout d'un moment, là, t'étais obligé de tenter de loin. T'avais pas le collectif pour le faire. Caroline Anderson, bah, elle a suivi pendant toute la journée. Voilà. Alors certes, elle finit 11e, mais on en parlera moins que de l'Autrichienne. Bah oui, elle a suivi pendant toute la journée. Je voulais savoir, elle était dans quelle équipe, Caroline Anderson? Oui, elle est toujours chez Liv, j'avais un doute. À un moment, Caroline Anderson. Comme ça permet de voir de ses derniers résultats. Oui, Grand Prix de Wallonie 6e. Grand Prix de Wallonie que j'avais regardé. 5e de la dernière étape du Tour de Romandie, où j'ai plus... Oui, il y a des résultats qui sont en belle progression, même, hein, quand vous voyez sur les 2 dernières années. Donc, confirmation. Voilà, du côté de la Sédoise, qui a suivi pendant toute la journée. Alors, elle aussi, elle était toute seule, hein, donc c'est compliqué de pas se faire piéger quand t'es toute seule. Là, c'est sûr que c'est le problème sur les championnats du monde. Neviadoma, bah, 10e, j'ai envie de dire qu'elle est encore présente. Après, bah oui, il manque du punch. Neviadoma, je pense qu'il aurait fallu un gros tempo aussi pour qu'elle fasse la différence. Elle a tenté à un moment d'attaquer, mais elle n'arrive pas à devancer Pauline Ferrand-Prévot et Longo Borghini. Il lui fallait une course avec un rythme plus rapide, c'est ça que je voulais voir. Ouais, on a fait que 36 de moyenne, hein, ce qui est pas énorme chez les filles, hein, parce que c'est vrai que les premières heures de course ont été vraiment très lentes. On a fini bien plus tard que les garçons espoirs, par exemple, qui ont roulé beaucoup plus vite sur le même parcours.
Il fallait une course qui aille 1 km heure et demi, 2 km heure plus vite pour Nevia Doma pour faire la différence. Reusser, elle avait pas forcément des grandes jambes aujourd'hui, je pense, Reusser. Non, mais je vous avais dit, je la voyais pas parmi mes favorites parce que je pense que son grand gabarit aussi était un problème sur ce parcours. Pourquoi? 1,80 m, plus compliqué d'oxygéner complètement le corps. Ça demande plus d'énergie, plus d'oxygène quand on est sur des gabarits comme ça. On sait très bien que sur ce parcours-là, l'énergie et l'oxygène sont des facteurs hyper importants. Et ben, je pense que voilà, Marlène Reusser, elle n'avait pas forcément le gabarit pour ce type de parcours. Après, elle a essayé, elle est à l'avant de la course, elle catapulte Elie Chabet. Le problème, c'est que les Suissesses se sont fait avoir parce qu'elles avaient peut-être pas forcément les meilleurs éléments devant, ça c'est clair et net. Je pense surtout qu'elles s'attendaient pas à ce que l'écart augmente à ce point-là. Elles s'attendaient à ce que ça puisse revenir. Et c'est vrai que c'est dommage que ni Reusser ni Chabet n'aient été dans le groupe musique. Voilà, il aurait fallu qu'il y ait une des deux qui soit dans le groupe musique. Mais si une des deux avait été dans le groupe musique, peut-être que ce groupe-là serait pas parti non plus. Et je pense que les deux s'attendaient pas à ce que l'écart se fasse aussi grand. Et puis après, quand elles ont réagi, c'était trop tard. Il y avait déjà une 40. Chabet est revenu, hein. Il revient fort quand même, Chabet, mais une 40 à 10 bornes de l'arrivée, c'était, enfin à 16 bornes de l'arrivée, c'était fichu, c'était fichu, c'était foutu, c'était l'enterrement de première classe. Kim Lecourt, trop seul, voilà, trop seul. On le voit quasiment toute la course, elle est toute seule, donc forcément c'est de l'énergie que tu consommes à droite à gauche. Elle a essayé elle aussi, hein, elle tente avec Marlène Reusser, avec Elie Chabet. Déjà pas de chance, elle a Chabet dans la roue. Ça c'est pas de cul. Elle a l'autre Suisse dans la roue. Et puis après, je pense qu'il lui en manquait un petit peu, mais encore une fois, l'énergie dépensée en début de course pour se replacer toute seule, voilà, pour faire tout toute seule. Au bout d'un moment, ça a des conséquences, hein. À Liège-Bastogne-Liège, elle avait une équipe autour d'elle. Là, il n'y avait plus personne. Demi Vollering, j'ai du mal à comprendre la course de Demi Vollering. J'ai du mal à comprendre la saison de Demi Vollering. Et j'ai du mal à comprendre la course de Demi Vollering. Pendant toute l'épreuve, je me dis, elle est pas bien. Je me dis vraiment, elle est pas dans le coup. Voilà. Comme Van der Breggen, les deux, je les trouvais pas avec un beau faciès. Je me dis, elle est pas dans le coup, elle est pas dans le coup. Comment ça se fait qu'à la fin, elle remporte le sprint du peloton? C'est-à-dire que si elle avait autant d'énergie que cela, Demi Vollering, elle était peut-être en capacité de faire la différence. Ou on aurait peut-être pu avoir une stratégie différente du côté des Pays-Bas, à rouler beaucoup plus pour Demi Vollering, pour durcir la course. Alors après, du côté des Pays-Bas, bon, parfois les stratégies, c'est pas toujours compréhensible. Mais là, c'est vrai que je me dis, vu le sprint qu'elle fait à l'arrivée, elle bat quand même Kim Lecourt. Il y avait peut-être mieux à faire, quoi. Elle a peut-être été trop attentiste, elle aussi. Et à la fin, ça fait cet écart-là. Elle n'a pas vraiment pesé sur la course et en même temps, elle fait un super sprint à l'arrivée. Mais c'est comme la saison de Vollering, hein. Est-ce qu'on peut dire qu'elle est réussie? Pas vraiment quand même, hein. Enfin, la victoire au Tour de France, elle n'est pas là. Les championnats du monde, c'est pas là non plus. Sur les classiques, il y a quand même des ratés. Ça n'a pas été une totale réussite quand même cette première année à la FDJ pour Demi Vollering. Bon, Antonella Niedermayer, on en a parlé. Réjeanne Marcus, elle était limite, hein. Alors, elle était limite très vite dans ce groupe dans le groupe musique, mais elle a craqué bien après musique, c'est clair. Enfin, bien après, ouais, elle a craqué, on va dire, 100 mètres après musique, ce n'est pas non plus si impressionnant que ça. Par contre, elle a bien réussi à résister et à s'accrocher tous les tours. Mais bon, on savait bien que sur la fin, elle pourrait pas faire la différence, quoi. Voilà, donc c'était fini. Après, elle s'engueule avec Elie Chabet, mais moi je suis désolé, Elie Chabet, il aurait fallu être un peu plus intelligente sur le moment parce que Réjeanne Marcus, elle était déjà limite depuis plusieurs minutes. Tu vois bien que tu récupères une fille qui était à l'avant de la course. Donc c'est une fille qui a été distancée par les filles qui étaient devant, donc faut pas s'attendre à ce qu'elle passe des relais. Donc là, il y a eu un manque de lucidité de la part d'Elie Chabet. Quatrième, Elie Chabet.
Moi, je vous en avais parlé hier, j'avais dit que je misais plus sur Chabet que sur Reusser. Je trouve que Chabet a fait une très belle saison du côté de la FDJ Suez, qu'elle était vraiment en forme en ce moment. Mais là encore, hein, une 40, c'est trop tard quand tu pars. Voilà, c'était trop tard. Mais moi, je reproche pas encore une fois à l'équipe de Suisse parce que pour moi, en étant que 5, t'avais pas les armes en main pour pouvoir faire la différence. Donc t'étais trop limité pour courir de cette manière-là. C'était trop compliqué pour pouvoir faire la différence du côté de cette équipe de Suisse. Voilà. Et c'est dommage, voilà, de pas avoir été 7, de pas avoir eu un collectif plus solide, parce que là, ça aurait aidé. Mais moi, pour moi, je pense que les Suissesses peuvent pas se reprocher grand-chose. Aujourd'hui, en termes de stratégie, je pense qu'elles ont abordé la course par la bonne idée. Bah, le problème, c'est que bah, il fallait que les autres ne soient pas complètement à la rue en termes de stratégie. On continue du côté bah, des filles de tête, désormais, après Alice Chabet, Mavi Garcia et le podium. Bah déjà, on a très bien saisi l'opportunité, que ça soit Mavi Garcia, Fischer Black, Vallière. Mavi Garcia s'est vraiment accrochée dans la côte du golfe de Kigali, parce qu'à un moment, elle est un peu distancée avec Jeanne Marcus, elle se prend une cassure. Elle n'est pas tout de suite dans la route Vallière et de Fischer Black, donc elle se prend une cassure, donc elle met un petit temps pour revenir. Et puis après, il fallait s'accrocher, il fallait collaborer. Mavi Garcia était vraiment le moteur, je dirais, enfin la tacticienne, on va dire, de cette échappée. C'est elle vraiment qui a dit, faut rouler, faut collaborer. On a vraiment un coup, une opportunité. Et par rapport aux filles des grosses nations qui avaient pas envie de travailler forcément, qui avaient envie de s'économiser pour certaines, eh bien, elle a dit, voilà, faut relayer, et elle a emmerdé tout le monde pour relayer. Et puis pour moi, je trouve que c'est quand même une récompense parce que Mavi Garcia a été une grande coureuse à partir de 2015 et je dirais à 2022, on va dire. C'est vrai que depuis, bon, voilà, les résultats sont peut-être un peu moins réguliers depuis 2022, 2023, c'est un peu plus compliqué, mais ça a vraiment été une fille importante, je trouve, dans le cyclisme. Et c'est vrai que quand vous voyez son palmarès entre la victoire cette année sur le Tour de France, moi, quand je me suis dit, quand il y a les trois devant qui sont partis dans la côte du golfe de Kigali, je me suis dit, va dire, il va falloir faire attention parce qu'en ce moment, elle est en grande forme. Fischer Black, faut faire attention parce qu'elle a du punch, et Mavi Garcia. Et quand j'avais vu le groupe de 12-13 partir, je m'étais dit, pour les grosses nations, c'est pas la bonne idée. Parce que pour la grosse nation, il y a ces trois-là qui sont devant. J'avais vraiment coché ces trois-là en me disant, Mavi Garcia, elle s'est encore gagnée par rapport à ce qu'elle avait démontré sur le Tour de France, et elle est endurante. Elle l'avait démontré notamment une fois sur l'Estrade Bianche. Nim Fischer Black, que j'avais critiqué en début de saison, mais elle a vraiment passé un cap, et je m'étais dit, avec son punch, si elles arrivent à 5 ou 6 en haut de la bosse du Convention Center, c'est elle qui gagne. Et Vallière, qui, je trouve, sur ses dernières sorties que moi j'avais vues à la télévision, me semblait extrêmement forte. Magdalene Vallière, même s'il n'y avait pas eu le résultat au bout, je la trouvais extrêmement forte. Et le coup de pédale était vraiment bien. Et en plus, elles ont eu l'intelligence, les trois, surtout Vallière a eu l'intelligence d'attaquer en premier dans la côte du Golfe. Mais Mavi Garcia, je trouve que c'est une bonne chose. Fischer Black, comme je l'avais dit, c'est une fille que j'avais énormément, que j'avais un peu critiqué en début de saison, où j'avais dit, on est sur un grand talent, mais aujourd'hui, je trouve qu'elle n'arrive pas à passer un cap, je trouve qu'elle n'arrive pas à progresser, et je me dis, est-ce qu'elle n'avait pas atteint son plafond de verre? Et puis juste après, elle commence à obtenir vraiment des bons résultats. C'était joué à quelques jours près, on va dire. Peut-être qu'elle avait regardé mes vidéos, je ne pense pas. Mais c'est vrai que j'avais changé assez vite mon regard parce que je trouve qu'elle avait enfin passé ce cap-là. Et c'est vrai que cette année, je trouve que Nim Fischer Black a eu des bons résultats notamment à partir du printemps, où elle a vraiment progressé, je trouve. Et c'est vrai que les Néo-Zélandaises ont bien couru parce qu'elles étaient deux dans le groupe dans le peloton à 35 ou 40.
T'as Fischer Black qui part devant, qui avait déjà essayé d'une petite attaque auparavant. Et puis l'autre néo-zélandaise, elle est là aussi, hein, la Wiley a fini 24. Mais vraiment belle performance voilà, de Niamh Fisher Black. Première médaille pour la Nouvelle-Zélande, qui est là dans le cyclisme depuis maintenant une vingtaine d'années, hein, la Nouvelle-Zélande. Donc c'est bien. C'est bien pour cette nation. Ça va peut-être créer des vocations hein, en Nouvelle-Zélande. Il n'y a pas que l'Australie au niveau du cyclisme. Mais c'est vrai que c'est une nation qui a déjà obtenu des titres en cyclisme sur piste, notamment. Mais sur la route, qui n'avait pas forcément la même réussite. Et bien voilà, enfin de médaille sur des championnats du monde. Et bravo à Niamh Fisher Black qui a très bien couru. Après, elle est vraiment tombée sur une fille qui était en forme aujourd'hui, en plus d'être intelligente, qui a été en forme. Du côté de Fisher Black, on n'avait pas la possibilité de la suivre. Vallière, oui, c'est une championne du monde surprenante, parce que c'est que sa deuxième victoire en carrière. Après, les surprises et le Canada en cyclisme féminin, on est habitué. Hein. Alixon Jackson à Paris-Roubaix. Ça s'était déjà énormément regardé entre les leaders. Et à la fin, c'était une Canadienne qui s'était imposée. Bis repetita avec Magdalene Vallière. C'est vrai que c'est super à un an des championnats du monde à Montréal, parce que alors déjà que le public est toujours excellent, je trouve, à Montréal. C'est peut-être le meilleur public de cyclisme de l'année. Là, avec Vallière, ça va être le feu. Ça va être super pour la course dames du côté des Canadiennes. Et du côté de Vallière, elle a tout bien fait dans le dernier tour. C'est elle qui recompose, enfin dans les deux derniers tours, c'est elle qui recompose le groupe de tête, qui décide qu'il faut lâcher les poids morts dans la montée du Golfe de Kigali. Et puis ensuite, voilà, c'est elle qui fait, qui décide d'accélérer dès le pied de la bosse. Et personne n'arrive à suivre parce qu'elle était dans une force incroyable, Vallière. Mais encore une fois, ces dernières courses que moi j'avais vues, c'était vraiment bien, Vallière. Je l'avais vu au Grand Prix de Wallonie, elle n'a pas arrêté d'attaquer. Ça a été la fille qui a le plus été offensive. À la classique Serratizit Plouet, elle est aussi tout le temps aux avant-postes. Elle fait pas un mauvais Tour de France non plus sur les derniers jours de course. Donc au bout d'un moment, voilà, ça a payé quoi. Hein. Mais c'est vrai que sa saison est vraiment bien, hein, 840 points UCI. Il y en a 600 grâce à cette victoire au championnat du monde, mais ça veut dire qu'elle était déjà à 240, 300 points UCI, ce qui était pas mal pour la EF. Et puis non, elle a fait un super boulot aujourd'hui. Enfin voilà, mais elle était en grande forme ces derniers temps, et ça, faut toujours se méfier au championnat du monde. La fraîcheur compte beaucoup. Et sur ce parcours-là, la fraîcheur, les derniers résultats comptent. Et on le voit, hein, toutes les filles qui finissent, tous les filles et les mecs qui finissent plutôt bien leur année, ça marche hein, en termes de résultats aussi. Puis après, elle a tout bien fait dans le final. Donc certes, c'est une championne du monde surprise, mais parfois, ce qui au départ est un champion du monde surprise, tiens, à 24 ans, je pense à un Mats Pedersen, ensuite derrière, il a confirmé au niveau des résultats. Donc je me dis que Vallière, c'est peut-être aujourd'hui une surprise. Peut-être que dans 3 ans, on dira ah bah non, en fait, ce titre-là, c'était juste le début de l'ascension fulgurante de Magdalene Vallière. Voilà, dans le monde du cyclisme. Donc, et puis, il est beau ce podium, internationalisation du cyclisme hein, quand même. Alors déjà ce matin, on a une Éthiopienne qui fait top 10. Là, on a une Canadienne, une Néo-Zélandaise, une Espagnole aussi sur le podium. Pas de Néerlandaise, pas d'Italienne qui sont quand même des nations majeures du cyclisme féminin, et puis pas les Françaises qui étaient certainement l'équipe la plus dense au départ, comme quoi il fallait être intelligent aujourd'hui, et une course sans oreillette, chez les filles, je trouve que très souvent, il y a beaucoup plus d'erreurs que chez les garçons. Chez les garçons, on a quand même des mecs qui font des erreurs, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais je trouve que là, quand même, presque toutes les leaders se sont plantés. Alors que chez les garçons, je ne pense, si on avait été dans la même situation, je ne pense pas que tous les leaders se seraient plantés. Là, on a quand même toutes les favorites, à part Kim Lecourt qui était dans une situation particulière. Même les Suisses, parce qu'en gros, quand même, Reusser aurait pu se sacrifier pour Chabet, ou Chabet aurait pu se sacrifier pour Reusser auparavant. Nevia Doma, elle était toute seule, c'était pas forcément évident, mais c'est vrai que les Françaises et les Italiennes passent à côté, les Néerlandaises aussi, hein, ce soir.
Je pense que voilà, donc dans beaucoup de nations, il y aura des frustrations ce soir, mais il fallait courir de manière plus intelligente si on voulait remporter cette épreuve. Et ben voilà, je crois qu'on a fait le tour. Demain, dernière grande course sur ces championnats du monde. Et bien d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao ciao!